Hey, bienvenue dans ton Yann et Frank. Les médias font tout aux États-Unis pour que Donald Trump gagne sa prochaine élection. C'est l'enfer. Et là, même les systèmes de justice américains se mettent de la partie. C'est assez spectaculaire ce qui se passe, évidemment. Pas le choix. On parle de Donald Trump aujourd'hui. Juste en commençant, avant qu'on parle de Donald, deux petites affaires. J'ai un auditeur hier qui est venu me porter des cadeaux OK? chez moi. Donc, je leur remercie. Donc, j'avais un sac de popcorn. OK. Donc, du bon Orville. popcorn, Orville Basher ou Backer. Donc, ça, c'était quand même un classique. Puis là, au début, je déballe ça. Je dis, OK, pourquoi il m'envoie un sac de popcorn? C'était que dans le deuxième truc, il m'a donné cet incroyable succès souvenir, An Inconvenient Truth de notre ami Al Gore. Donc, en DVD, quand même. Je suis chanceux, j'ai encore un lecteur DVD. T'en as un chez lecteur? nous. Je n'ai pas, Ouais. moi. Puis j'aurais pu mettre ça dans une PlayStation ou quoi que ce soit. Donc, ça, pour les gens qui ne l'ont jamais vu, c'est l'ancien vice-président des États-Unis, Al Gore, qui nous gracie de ce documentaire-là en 2006, qui nous expliquait que dans 10 ans, donc en 2016 à l'époque, New York et la Floride seraient ensevelis sous l'eau. Donc, ça a super bien vieilli. Je pense que je vais le réécouter juste pour le plaisir. Pourquoi le monde accorde la crédibilité encore à des gens comme ça? Je sais pas. Je regardais l'entrevue de François Trahan avec Stéphane Bureau qui a été fait dans son podcast Contact récemment. Ouais. T'es rendu à 130 000 views. Et puis là, le monde, là, tu vois sur des réseaux d'investisseurs, là, François Trahan a dit, tu sais, le gars, c'est un Hall of Famer des prévisionnistes. Oui, mais c'est parce que le prévisionniste, l'année passée, il vous a dit que 2023 serait une année de merde avec une grosse récession, une apocalypse financière. Ça peut arriver. Ouais, Et puis là, il ressort le même genre de jargon. Puis là, il prédit encore une catastrophe financière. Puis là, ça fait paniquer le monde. Mais là, t'as peu, là. Parce que ton marché, S&P 500, il a monté beaucoup en 2023. Ouais, en particulier dans les derniers jours, semaines. De novembre. Ouais. C'était tout vendu sous les bons conseils de François Trahan parce que tu avais peur à l'apocalypse financière en 2023. Tu l'as pas fait, le bon rendement en 2023, là. Vous pouvez dire merci à François. Mais vous comprenez un peu l'idée. C'est quand est-ce qu'ils sont sanctionnés par le public, les gens qui font des prévisions complètement catastrophistes? Parce que moi, tout ce que je vois, c'est qu'il est récompensé. Il fait une vidéo avec Stéphane Bureau, puis il obtient plus de views encore que l'année passée. Oh, et puis Al Gore, il est encore dans les trucs de cop, pas tant de choses. Des petites tapes dans le dos à un autre, avec le prince Charles, puis toute la patente, là. Puis tu sais, dans le contexte financier, ce qui est pire par rapport à Al Gore, c'est qu'Al Gore va toujours avoir tort, clairement. Mais dans le contexte financier, ce qui est pire, c'est qu'un jour, il va finir par avoir raison. Il va en avoir une récession. Puis là, il va pouvoir dire, hein, je l'avais dit. Ben oui, mais. Non, mais c'est ça, l'économie est cyclique, donc forcément, un jour, il y a une récession. Voulez-vous qu'on commence tout de suite à parrer du boom qu'il va y avoir après la récession? Prédire qu'il va y avoir un jour des récessions, c'est comme prédire que maintenant ta conjointe va avoir ses règles. C'est comme je te le dis, ils s'en viennent. Oui. C'est vrai ça! Oui, mais là, je te le dis, là, t'es sur le bord. C'est sur le bord de commencer. Là, ça fait 2-3 semaines. Maintenant, Chris, un matin, bang, j'ai mal au ventre. Faut que j'aille aux toilettes, puis les serviettes sanitaires, puis tout. Je te l'avais dit. Je te l'avais-tu dit que t'allais tomber dans ta semaine? Joey qui dit un jour le prochain GTA va sortir. Ou ben non, il va avoir. Hey, moi, je fais une prédiction. Il va avoir un Fast and Furious 11. On est rendu à quoi? 10, 11? Ouais, 10, 11. Il y en a tout le temps. Oh, ouais, c'est ça. C'est carrément ça. Quel bon timing. Revenons sur brièvement, avant de passer à Trump, sur un sujet qu'on a parlé avant hier. Les voitures électriques. Merci à un auditeur qui m'a envoyé ce matin cet article-là. Quel bon timing pour Stephen Guilbeault, vraiment bien orienté avec ce qui se passe dans le monde, là.
l'Allemagne débranche la voiture électrique. OK. Donc, on nous apprend ce matin que, en fait, c'était hier, mais hier soir que l'article est sorti. On nous dévoile que l'Allemagne a mis fin brutalement au bonus à l'achat d'une voiture électrique. C'est fini depuis hier, les subventions pour le char électrique en Allemagne. Ça a pris tout le monde de court, nous dit-on, terminer les subventions. Le ministre de l'Économie et de la Protection du Climat, le Vert, donc c'est un monsieur des Verts qui a annoncé ça, Robert Habeck, a annoncé dimanche que les demandes ne seraient plus acceptées dès le lendemain. Et on nous dit, qu'est-ce qui explique tout ça? Il n'y a plus d'argent pour financer le bonus. Ça va très mal en Allemagne. Il y a une crise budgétaire qui ébranle le pays. Donc, question de réel politique, comme on dit, le monsieur de l'Allemagne, même si c'est un grano, même s'il voudrait payer des chars électriques puis des trottinettes électriques à tout le monde, c'est plate, il n'y a plus d'argent. Donc, mais nous autres, c'est comme si on vit dans un monde parallèle. Nous autres, le chose, ils nous annoncent, Guilbeault, que nous autres, on s'en va là-dedans, tête baissée, cul par-dessus tête. Puis l'Allemagne, en la même semaine, eux autres tirent sa plug des subventions pour les chars électriques. Finalement, ça se laissait faire. Là. Le pays du Canada est géré par des amateurs. Ah, carrément. Là. Carrément, là, géré par des imbéciles. Là. Écoute, hier, je pense que c'est le sujet qui a fait le tour partout. C'est la une ce matin du Wall Street Journal, c'est dans le magazine Reason, c'est partout. Là. Donc, c'est une espèce de jugement qui a sorti hier la Cour supérieure, Cour suprême du Colorado. Cour suprême du Colorado. Là, donc, ça dépend tout le temps comment en français on traduit ça. Là. Mais donc, on nous dit que Trump serait disqualifié du scrutin primaire présidentiel de 2024. Et là, hier, j'essayais de lire un peu c'est un style document de marde de 300 pages. Là, vous ça, c'est quelque chose qu'on comprend mal au Canada. La fédération américaine, si on veut, le gouvernement fédéral n'a pas une mainmise sur les États comme le gouvernement fédéral canadien. Exact. C'est les États-Unis d'Amérique. C'est comme si, la bonne façon de le voir, c'est comme si c'était 50 petits pays qui se sont regroupés ensemble pour mettre en commun certaines dépenses comme le militaire, des choses comme ça. Tu sais, c'est une oversimplification, vous allez dire. Là. Mais il y a vraiment un niveau très important d'indépendance entre chacun des États quand même, versus ce qu'on est le plus habitué au Canada. Fait que, justement, ils ont leur propre Cour suprême dans un État. Ils vont trancher. Les règles, ça, c'est ce qui est spécial. C'est tu sais, nous autres, que tu sois au Québec, à Terre-Neuve, au Nouveau-Brunswick ou en Colombie-Britannique, quand on élit le premier ministre, ben, je veux dire, c'est la règle d'élection Canada qui s'applique. C'est pas la règle d'élection Québec qui s'applique, c'est celle d'élection Canada. Donc, on est dans un système qui est complètement différent aux États-Unis. C'est chacun des États a ses propres règles électorales pour le président. Absolument. Et là, ça, c'est clair que ça s'en va en Cour suprême fédérale. Au niveau fédéral, là, ça, c'est sûr et certain. Surtout que la décision qui était rendue, il y a quand même une forte dissidence. Là, c'est 4 voix contre 3. OK. Donc, il y a 3 personnes qui ont dit dans le jury, dans les juges, que ça n'avait pas rapport, 4 qui ont voté en faveur. Et là, c'est une technicalité. Là. En gros, ils se sont basés sur le 14e amendement de la Constitution. Bon, si je le résume en français pour qu'on comprenne, là, en gros, ce qu'on nous dit, c'est que le 14e amendement de la Constitution des États-Unis, il y a une clause dedans qui a été adoptée après la guerre civile qui dit que toute personne ayant juré de défendre la Constitution, donc toute personne qui a été mandatée, soit un juge, soit un élu du Congrès, soit un sénateur, tout ça. Donc, toute personne qui est, en français, nous autres, ici, on dirait assermenté, donc qui a prêté serment, puis qui a fait sa déclaration « Je jure de servir la Constitution des États-Unis, le peuple des États-Unis ». Donc, si vous avez fait ça, et que vous vous êtes ensuite engagé dans une insurrection ou une rébellion, vous n'avez plus le droit de vous présenter. En fait, vous êtes disqualifié de fonction publique. Hey, Simonac, c'est tiré par les cheveux. Là. C'est comme si on dit que Donald Trump a participé à une insurrection. Ben là, c'est ça. On est encore dans l'histoire très... Le 6 janvier. Là. Très bizarre du 6 janvier. Là. Et là, c'est un peu ce qu'on nous dit là-dedans. Là. Jusqu'à présent, l'affaire, ça c'est dans le Wall Street Journal, jusqu'à présent, l'affaire du Colorado s'est concentrée sur la primaire républicaine, mais la décision du tribunal s'appliquerait avec la même force aux élections générales.
cette décision pourrait forcer la Cour suprême des États-Unis à intervenir rapidement et à résoudre pour la nation une question qui pourrait déstabiliser la bataille de la Maison-Blanche de 2024. Même si le Colorado n'est pas au cœur des perspectives électorales de Trump, des contestations similaires ont été déposées dans d'autres États. Une porte-parole de l'ancien président a qualifié la décision de complètement erronée et a déclaré que la campagne ferait rapidement appel devant le plus haut tribunal du pays. Donc, comme je disais, ça s'en va en Cour suprême, ce truc-là. Et là, il y a comme plusieurs questions juridiques là, qui sont mélangées à ça. Entre autres, on nous dit que certains avocats du côté de Trump nous disent que de toute façon, même s'il réussissait à faire la démonstration que c'est lui qui avait fomenté l'affaire du 6 janvier, ce pour Ce qui est lequel tiré par les cheveux qui est solides. tiré par les cheveux, eux disent que la Constitution donne aussi au président une genre d'immunité présidentielle pour ces trucs-là. Là. OK. Donc, s'il avait été sénateur, ça pouvait s'appliquer, s'il avait été, mais pas comme président. Donc là, tu sais, c'est comme, on est vraiment dans du taponnage juridique. Parce que là-dedans, c'est là. un peu ce que Joey nous dit de son côté. Il dit la définition constitutionnelle de public officers sont des personnes nommées par le président et non pas le président lui-même. Exact. D'où l'idée que le président n'est pas soumis à ce genre de trucs-là. Fait que, tu sais, c'est une interprétation qui est très bizarre là-dedans. On nous dit que pour l'instant, les démocrates et le président en place n'ont pas réagi à ce truc-là. L'équipe de Trump, eux, ont fait valoir que c'était une décision qui allait être contestée, puis ils n'ont pas l'air de s'en formaliser plus que ça. Mais tu sais, hier, je voyais toutes sortes de réactions là-dessus. Là, Ben, c'est une dont, tempête qui est. Mais de ce qu'on comprend, c'est que moi, je pense que les démocrates sont pas contents. Dans le sens que tu veux pas victimiser Donald Trump. Parce que ça va être utilisé contre toi. Tu sais, le gars a fait une élection complète en disant Drain the Swamp. ouais, Tu sais, ben je là, veux dire, ça sonne la swamp un peu. Là. ça Puis, sonne tu sais, swampeux. Je veux dire, t'essayes d'empêcher quelqu'un de participer à une élection démocratique alors qu'il y a un appui populaire important. Puis honnêtement, il n'a pas foutu le pays dans un danger. Là. Dis-moi, tous les hystériques qui arrivent et disent on peut pas réélire Donald Trump, c'est l'extrême droite, puis là, c'est dangereux. Voyons, c'est dangereux. Vous avez eu 4 ans de Trump, puis le pays a eu de la croissance économique, il n'y a pas eu vraiment de guerre, ça a bien été. De quoi tu parles, là? Vous l'avez expérimenté, puis c'était pas si pire que ça. ben, puis en plus de ça, c'est que ça arrive au moment où il y a un sondage assez récent quand même qui est sorti dans les derniers jours qui nous dit Biden lag behind Trump by 4 percentage points. Donc, Trump était 47-43. 47-43. Et là, tu sais, plus il tape dessus, plus les courbes sont en train de s'inverser dans le graphique. Ben, Donc là, c'est ça. Trump, en ce moment, il est devant Biden. Et là, regarde, ça, c'est intéressant. Quand tu arrives aux questions ici, donc ça, c'est la question générale. Puis là, les chiffres qu'on vous a donnés, c'est après répartition des indécis, comme dans n'importe quel sondage. Là, mais les réponses pures, là, avant répartition des indécis, puis tout ça, c'est Donald Trump 37, Joe Biden 31, Robert Kennedy Jr. 8. Comme indépendant. Et là, regarde les réponses. Moi, dans mon avis, c'est sur ces trucs-là que ça se joue. Là. Est-ce que les politiques de Trump ou de Biden vous ont personnellement aidé ou nuit? Et là, Hey à boy. Trump, on dit help à 49%, hurt à 37%. Biden, on dit help 23, 53% hurt. Ça, c'est les répondants du sondage. C'est pas moi qui ai inventé ça. Parce que Donald Trump, sa présidence a été relativement tranquille en termes de politique publique. Là. Principalement, on parle d'une grosse baisse d'impôts pour les entreprises. Ensuite de ça, politique internationale paisible. Tu sais, c'est pas passé grand-chose. Là. Il y a pas eu de... Toutes les catastrophes annoncées n'ont pas eu lieu. Là. Tout ce qu'on avait peur n'a pas eu lieu. Ouais. Puis sinon, tu sais, je veux dire, il est clairement mal engueulé. Il s'est pogné avec plein de monde. Puis on comprend tout ça. Ouais. Dans le style, Donald Trump est très particulier. Mais Exact. dans la politique publique, Christy, ça a été 4 années paisibles pour tout le monde. Là. Mais regarde, dans le journal, ça c'est quand même très bon. C'est un journal qui a été parrainé par le Wall Street là, en passant. Là. Donc, juste pour donner toutes les informations aux gens. Et il y avait l'autre question qui nous disait Between Trump and Biden, who is better able to handle these issues? Donc, économie, Trump 52, Biden 35. Inflation, Trump 51, Biden 30. Crime, Trump 47, Biden 30. Border security, Trump 54, Biden 24. Israël Hamas 44, Trump
32, Biden. Abortion. Donc, en fait, les deux seules questions Exact. où Biden est devant Trump, c'est les gens considèrent qu'il y a une meilleure manière de s'exprimer politiquement, là, tone in politics. Là. C'est un peu ça. Puis je suis obligé de dire que c'est deux choix médiocres à la base. Ben, c'est c'est un monsieur qu'on comprend pas ce qu'il dit. Puis ça le rend soft parce que justement, il n'y a personne qui comprend rien de ce qu'il dit. Donald Trump qui est mal engueulé. Fait que, tu sais, moi, je pense que pour le tone in politics, les deux choix sont médiocres. Mais Biden est meilleur que Trump. Mais je veux dire, le tone in politics, ça n'a aucun impact sur la vie de tous les jours des gens. Hein. Ça a de l'impact sur la vie de tous les jours des journalistes. Ça, c'est sûr. Mais pour les gens, il n'y a pas d'impact. Ah, c'est ça. Puis, tu sais, je suis en ce moment sur 538, qui est un peu le Canada 338 des États-Unis. Donc, il y a un agrégat de sondage. Il y a quand même un sondage ici là, de Bunchfield Group qui met Trump en avance 10 points devant Biden. J'en ai un autre ici, Trump plus 2. J'ai aussi, tu sais, ça, c'est des sondages publiés récemment, plus 3, plus 6. Et tous les autres candidats potentiels des républicains perdent devant Biden dans les derniers sondages qu'on a. Là. Donc, tu sais, si tu mets Biden, Nikki Haley, c'est Biden plus 2, Biden, DeSantis, Biden plus 3, ce qui est des chiffres qu'on n'avait pas avant. Là. Mais si on a le Harvard University Center for American Political Studies, donc eux autres font des sondages aussi, c'est Trump plus 8, Trump plus 8, plus 2, plus 2. Donc, je pense que j'ai un sondage ici qui nous montre que Biden est en avance sur Trump là, dans les trucs récents. Et ça, c'est malgré le mugshot, malgré les documents à Mar-a-Lago, malgré. Il n'y a rien qui colle. Il n'y a rien qui colle. Et sais-tu pourquoi? Dans le sondage du Wall Street, c'était pas dans un des tableaux, fait que je ne l'ai pas mis à l'écran, c'est pas pertinent. Mais il demande aux gens pour qui vous allez voter, mais il leur demande aussi pour qui vous avez voté la dernière fois. OK. 95% des gens qui ont voté pour Donald Trump en 2020 disent qu'ils vont recommencer. Puis pour Biden, je pense que c'est 86. Ça paraît, ça, là. Donc, l'électorat convaincu qui vont voter pour Donald Trump, là, vous avez bien beau le foutre en prison puis le traîner devant la cour martiale, si vous voulez. Leur idée est faite, ils ne changeront pas d'idée. Tandis que l'autre qui est en place, ben, c'est un peu relatif au taux de satisfaction. S'il fait un bon coup, peut-être qu'il y en a qui vont y aller, peut-être qu'il y en a qui regardent du côté de Kennedy Jr. Fait que le vote est. La fidélité du vote est beaucoup plus volatile. Quand cette nouvelle-là sort hier, là, que la Cour suprême du Colorado veut empêcher Donald Trump d'être sur le ballot, si on veut, là, je suis persuadé que dans le camp démocrate, là, c'est un gros facepalm, puis on a la tête sur le bureau, puis on se la cogne. Là. On est là, qu'est-ce qui se passe? Êtes-vous cave? Qu'est-ce que vous faites là? C'est un peu le propos qu'on a dans le magazine Reason ce matin, là, que j'ai mis en français pour la lecture. Là. Mais je trouvais ça très bon. Ils disent retirer Trump du scrutin du Colorado n'améliorera pas les choses. Vous n'allez pas sauver la démocratie en expulsant des gens des élections. Ben non, ça l'empire. C'est ça le twist en ce moment. C'est si Biden si Trump est réélu, c'est le début de la dictature. Tout ça, ben, si vous empêchez des gens de se présenter aux élections. C'est pas mal ça, une dictature. Tu sais. Donc là, on nous dit la Cour suprême du Colorado a statué mardi que l'ancien président Donald Trump n'était pas éligible à la présidence et a ordonné que son nom soit retiré du scrutin primaire républicain de l'État. Le raisonnement du tribunal concerne la clause du 14e, donc tout ce que je vous ai expliqué. Et là, ils disent, on nous cite un bout du jugement. Nous sommes conscients de l'ampleur et du poids des questions qui se posent aujourd'hui, indique l'opinion majoritaire. Nous sommes également conscients de notre devoir solennel d'appliquer la loi sans crainte ni faveur et sans nous laisser influencer par la réaction du public aux décisions que la loi nous impose de prendre. Il s'agit évidemment d'une situation sans précédent. Il est peu probable que ce soit le dernier mot. La Cour suprême des États-Unis a le dernier mot en matière constitutionnelle et la campagne de Trump a déjà promis de faire appel de la décision mardi. Sans savoir quelle pourrait être l'issue de cet appel, il y a 3 choses à garder à l'esprit à propos de la décision de mardi dans le Colorado. Une pratique, une philosophie et une hypothèse une proposition purement hypothétique. Donc, on nous dit, premièrement,
Tout ça semble un peu prématuré, étant donné que Trump n'a pas encore été reconnu coupable de crimes liés aux émeutes du 6 janvier ou à ses tentatives d'annulation de l'élection de 2020. Oui, l'ancien président est manifestement inapte à exercer ses fonctions selon certains, mais le langage du 14e amendement est quelque peu vague. Donc, un peu ce que Joey disait tout à l'heure, il n'y a pas de pogne là-dessus au niveau du... C'est très bizarre la décision qui a été rendue. La Cour suprême du Colorado dit oui. Je pense que nous devrions être profondément sceptiques quant à cette logique. Il va sans dire que le contexte change ici si Trump est reconnu coupable. Donc, les autres, ils disent, premièrement, c'est précipité comme décision. Il n'y a pas de condamnation qui a été faite. Il aurait pu peut-être en venir à ce point-là s'il y avait une condamnation, mais il n'y en a pas pour le moment. C'est ça, il n'a pas été reconnu coupable de rien. Là. Parce qu'à la limite, pour appliquer le 14e amendement, si tant est que ça s'applique dans le contexte du président, il faudrait que tu aies un jugement de cour qui dit oui, il est reconnu coupable d'avoir incité à l'insurrection pour X, Y, Z raison. Mais ils ne les ont pas, ces garanties-là. Donc, c'est basé sur quoi? Es-tu, à la base, là, que cet événement-là soit considéré comme une insurrection? Je pense que c'est déjà weird. Là. C'est une manifestation qui a débordé amplement, qui n'aurait pas dû... les manifestants n'auraient pas dû être capables de pénétrer le Capitole. Mais je veux dire, vous appelez vraiment ça une insurrection? De quoi vous parlez? Là? Ouais, c'est n'importe quoi. Le gars qui a le casse de poil, il n'a pas essayé d'aller retirer quelqu'un du pouvoir puis de prendre le siège à sa place. Là. Non, c'est des manifestants qui ont fait de la casse. Tu sais, je veux dire, pourquoi vous appelez ça une insurrection? Vous êtes... tant qu'à ça, les carrés rouges, c'est une insurrection. Là. Ben oui. Tu sais, quand tu rentres dans le bureau d'un ministre... Ils ont rentré dans le bureau d'une ministre puis il y a une femme qui s'est fait casser un bras. Tu sais, je veux dire, ça va. C'était pas, mais tu sais, je veux dire, je dirais pas que les carrés rouges, c'est une insurrection. Pourtant, il y avait des partis politiques d'opposition avec des chaudrons dans la rue qui en appelaient à la démission du gouvernement. C'est une insurrection. Ben là, moi, je n'appelle pas ça une insurrection. T'sais, une insurrection ou un coup d'État. Là, tu sais, je veux dire. Une insurrection ou un coup d'État, c'est quoi? C'est Mussolini qui marche en avant du Parlement avec sa milice puis qui demande au roi de dissoudre le gouvernement puis de le nommer premier ministre. Ça, c'est un coup d'État. Mais un coup d'État, c'est pas ça. Là. Et là, ils nous disent dans l'article de Reason, ils disent le 14e amendement crée un mécanisme constitutionnel valide pour exclure un insurgé du scrutin. Donc, ça, c'est vrai. Mais ce qu'ils disent, c'est ça ne veut pas dire que c'est un levier que les juges devraient s'empresser d'actionner. Pas lorsqu'il existe d'autres moyens bien plus démocratiques d'empêcher des candidats dangereux ou inaptes de devenir président, comme par exemple en les battant lors d'élections ouvertes et équitables. Tu sais, mettons, tu arrives puis Donald Trump monte une équipe commando qui rentre dans le Capitole, qui rentre dans le bureau de Joe Biden, qui menace sa vie à ce moment-là, puis qu'éventuellement, il tire une balle. Ça, c'est une insurrection. Ben ouais, ça, c'est un coup d'État. C'est un coup d'État. Tu sais, ou mettons la journée de la sermentation de Biden, puis qui est supposé d'avoir la transition, puis tout ça. Lui, il est dans le bureau, autour de lui, dans le bureau ovale, il y a des gens avec des Kalachnikov autour, puis des M16 autour du bureau, puis ils disent, nous autres, on sort pas du site, c'est encore moins. Exact. Ben là, tu dis là, ça commence à ressembler, mais ça, c'est jamais arrivé. Là. C'est ça. C'est jamais arrivé. Là. Non. Je trouve tellement que les juges ont erré là-dessus, puis ils n'aident pas la cause de personne. En fait, non, c'est pas vrai. Ils aident la cause de Donald Trump. Pourquoi vous essayez de faire taire les gens? Pourquoi vous essayez de censurer les gens? Puis le contraire. Puis la vraie question, je pense qu'elle est bien posée dans l'article. Ils disent, finalement, quel est le but de tout ça? Car le président Joe Biden, ou quel que soit le candidat démocrate, remportera très probablement le Colorado. Colorado étant... Il y a beaucoup de républicains au Colorado à l'extérieur de Denver, mais dans les villes du Colorado, c'est très démocrate. Ils disent, supposons que donc, ils nous disent, dans le fond, c'est quoi l'enjeu? Parce que de toute façon, le démocrate va gagner, peu importe qui vous mettez sur le bulletin de vote en face. Ils disent, supposons que les tribunaux d'autres États bleus suivent l'exemple du Colorado. Il est désormais absent des bulletins de vote d'un certain nombre d'États.
mais pas de ceux susceptibles d'affecter les résultats de l'élection. Que se passe-t-il? Dans un scénario, Trump perd, mais ses partisans peuvent nourrir un grief permanent selon lequel le système ne laisserait même pas leur homme concourir. Non pas pour des raisons que l'équipe de Trump a tenté d'évoquer après l'annonce des résultats de 2020, mais pour quelque chose qui est facile à comprendre et à considérer comme un grief légitime. Donc, autrement dit, ce qu'ils disent, ils sont carrément en train de nourrir la machine Trump avec ça en disant s'il fallait que ça arrive, un truc de même, lui, il va faire quoi après? Il va dire à tout le monde ben, si j'avais pas été empêché, si on m'avait pas empêché de me présenter au Colorado, au Nevada ou je sais pas trop où qui ferait la même chose, c'est sûr que j'aurais gagné. Donc, on m'a volé l'élection. Et là, c'est facile à comprendre. Ben, c'est pas entre 2 heures et 3 heures du matin, il y avait un log dans des machines de vote. Tu sais, là, c'est comme évident. Tu as des jugements de cour, des articles de jour. Fait qu'eux autres, ils disent, en gros, c'est une catastrophe ce qu'ils viennent de faire là. Carrément. C'est les apparences. Hein. Même si en bout de ligne, c'est débouté en Cour suprême, cette affaire-là, les apparences que ça a, c'est « Hey, Donald Trump a le système de justice contre lui. » Qu'est-ce que vous pensez que ça va faire à ses militants et à ses électeurs? Le niveau de motivation, est-ce qu'il va diminuer ou il va augmenter? Oui, puis ça engendre aussi vraiment une perte de confiance grave envers les institutions parce que le système de justice, normalement, tu es censé d'avoir une certaine confiance dans le système de justice qu'il y a au moins un désir de neutralité là-dedans. T'espères qu'il y ait des adultes dans la place. J'espère qu'il y ait des adultes dans la place. C'est un peu ce qu'on demandait. Rappelez-vous, quand il y a eu quand Trump nommait des juges à la Cour suprême, qu'est-ce qu'on fait? On cuisine ces gens-là en disant ouais, mais vous avez dit dans le passé que vous êtes contre telle affaire, pourtant dans notre pays, c'est légal. Qu'est-ce qui nous garantit qu'un coup vous allez être installé comme juge? Vous n'allez pas essayer de rendre des jugements négatifs, même si vous devriez être neutre par rapport à ça. Puis là, ben, c'est tout le temps un peu un exercice de la personne est-tu neutre ou elle est là pour faire avancer un agenda personnel. Mais là, dans le contexte, juste finir là-dessus, dans ce contexte-là, tout le monde a compris qu'en ce moment, ce qui se passe, c'est que les juges démocrates endossent ces patentes-là, puis les juges républicains les endossent pas. Puis là, ben, c'est une guerre dans tel district. Combien il y a de juges républicains? Je suis certain qu'on va voir le détail. C'est 3 juges républicains qui ont voté contre, puis 4 démocrates qui ont voté pour. C'est ça partout, all over the place. Tu lis tous les commentaires qui sont publiés sur notre chaîne YouTube. Je lis tous les commentaires qui sont publiés sur notre chaîne YouTube. À ton avis, avec la vidéo d'aujourd'hui, est-ce qu'on va avoir des commentaires du genre « Les gars, on vous l'avait dit, c'est le World Economic Forum qui décide de tout, c'est des marionnettes, c'est sûr que c'est arrangé avec le gars des vues. » On va-tu en avoir des commentaires de même, tu penses? Ben oui. On va en avoir plein. Ce genre de situations-là font perdre confiance dans les institutions aux gens et ça l'amène des gens à persister dans leur conspiration. C'est exactement ce qu'il ne faut pas faire. Il ne faut pas faire des affaires de même. Les autres, ils le font. Ils sont tellement idiots, là. Ils sont persuadés, à l'intérieur du plus profond d'eux-mêmes, les 4 juges, là, ils sont persuadés qu'ils sont en train de protéger la démocratie américaine. Non. En fait, c'est un partisan. Oui, puis en fait, ils sont en train d'infantiliser la population. Parce qu'au dernier. Tu sais, c'est un peu comme si tu me posais la question est-ce que tu penses que, mettons, je sais pas, moi, André Boisclair aurait le droit de se représenter aux élections? Moi, la réponse, c'est oui. Moi aussi. Si les gens. Je peux pas croire que les gens vont voter pour. Ben, les gens, les gens, ils vont. On vit dans c'est ça le concept de la démocratie. Là. C'est s'il y a quelqu'un qui se présente aux élections, qui il a fait de la prison pour X, Y, Z, tout ça, ben, il a encore le droit d'être un citoyen, tout ça. Puis au dernier ressort, lui, il en répond au peuple. Si les gens veulent pas voter pour lui parce qu'ils jugent que ses actions sont répréhensibles, puis tu devrais pas pouvoir avoir un poste d'élu ou de représentant de la population en ayant fait ce que tu as fait, ben parfait, c'est le peuple va s'exprimer. Fait que si les Américains jugent que Donald Trump n'est pas digne d'être président des États-Unis à cause de ce qui est arrivé à la fin de son mandat, ben ce sera Vox Populi, Vox Dei. C'est pas à un juge d'un cours au Colorado de dire « Ouais, mais vous êtes trop imbécile pour prendre la décision vous-même, on va vous l'imposer. » Tu sais, quand tu arrives et tu regardes les histoires de dictature au fil du temps ou de gouvernement autoritaire,
tu vois des affaires de même. Un juge quelque part qui a fait un jugement extrêmement louche, l'armée qui a fait un coup d'État, la prise des armes pour saisir le palais ou l'édifice du gouvernement. Mais tu sais, je veux dire, pas dans des démocraties libérales, là. Dans des Non, pays de c'est ça. cul que ça arrive, cette Ouais, des affaire-là. Là. pays de cul. On va terminer avec la réaction de Ramaswamy, que j'ai trouvé quand même bonne, qui a publié presque aussitôt sur son compte Twitter. Puis après ça, on va passer à la partie Patreon. They have just tried to bar President Trump from the Colorado ballot using an unconstitutional maneuver that is a bastardization of the 14th Amendment to our U.S. Constitution. This was a provision, Section 3, that was designed to bar Confederate members, people who switched to the Confederacy, from actually being able to serve. That's very different than what's at issue here, to say the least. This is a hollowed out husk of what the country was built on. The basic principle that we, the people, select our leadership, not the unelected elite class in the back of palace halls. That's old world Europe, not the United States. That's why I'm making a pledge today that I will withdraw, I pledge to withdraw from the Colorado GOP primary ballot unless and until Trump's name is restored. And I demand that Ron DeSantis and Chris Christie and Nikki Haley do the same thing, or else these Republicans are simply complicit in this unconstitutional attack on the way we conduct our constitutional republic. I refuse to be complicit in that. I think what they're doing is wrong, and I think it's up to Republicans to step up and stand up with a spine for our country's future. That's really what's at stake, whether we, the people, actually have a say in deciding who leads this country. Yes, it would be easier for other Republicans like me who are running in this race to say, hey, if Trump is sidelined, there's our opportunity. No doubt other candidates are probably privately celebrating with their corporate sponsors. That's not the right thing to do. I think the most useful thing that every GOP candidate can do right now is to join me in that pledge. I'll say that I will withdraw from that Colorado GOP primary ballot until Trump's name is restored. This belongs to the people, not to the unelected Democratic cabal of judges in Colorado or any other state. And I demand that Ron DeSantis and Nikki Haley and Chris Christie do the same thing, or else they're complicit in what this security state is trying to do to shut down Trump. C'est bon, un peu J'ai bien aimé au début quand il dit que l'amendement, c'était à base pensée, justement, quand il y avait l'histoire de la Confédération. Oui, puis c'est une nuance qu'on n'a pas. C'est une nuance aussi qu'on n'a pas apportée, dans le sens que les gens pensent qu'on enlève Trump de l'élection présidentielle. Non, non, on l'enlève de l'élection primaire. Donc, techniquement, ce qui va se passer, c'est quand le Colorado va venir pour voter pour le candidat républicain, ils vont pouvoir voter pour Chris Christie, ils vont pouvoir voter pour Vivek, ils vont pouvoir voter pour les deux autres, mais Trump ne sera pas sur le ballot. Il ne pourra pas recevoir de vote pour cette élection primaire-là, et non pas l'élection présidentielle. Donc, moi, je trouve ça quand même bien ce qu'il fait, Vivek, de dire, écoute, moi, si vous faites ça pour vrai, là, moi, mon nom ne sera pas sur le ballot non plus. Je me retire de l'élection. Si les autres candidats embarquent, je pense qu'il y a raison quand il dit qu'il devrait le faire. Tu t'en vas dans une situation où est-ce que tu n'auras aucun candidat républicain sur le ballot de la primaire au Colorado. Il faut que ça arrive, ça, là. Et là, le Parti républicain, l'aile du Colorado du Parti républicain a commenté le truc en disant « Vous n'aurez pas à le faire parce que nous nous retirerons de la primaire en tant que parti et nous convertirons à un système de caucus pur si cela est autorisé. » Donc, eux préparent déjà le carte d'une certaine manière pour contrecarrer cette affaire-là. Mais c'est gênant. Là. C'est gênant. C'est important ce qu'il dit dans la vidéo. Là, il en dit des fois des niaiseries, là, mais Ramaswamy, mais là-dessus, je pense qu'il a raison. Là, quand il dit c'est notre Constitution, ce qu'il a dit, c'est que c'est we the people, nous le peuple, qui choisit nos représentants et non pas des élites non élues. Ça, c'est une tradition européenne. Moyenâgeuse. Ici, c'est pas comme ça que ça fonctionne. That's it. Je pense que c'est quand même très bon. Écoute, on va passer à Comment que la nouvelle a été traitée au Québec, Frank? Ah, écoute, au Québec, c'est... c'est ça. Patreon. Patreon.